Je m'appelle Marc. Et ce que je vais te raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire d'adultère. Ce n'est pas juste une trahison ordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu me voler tout ce que j'avais construit, et de comment j'ai récupéré chaque morceau, un par un. On est en 2002. J'ai une petite maison dans un quartier tranquille, 2 enfants en bas âge, une femme que j'aime encore, malgré le quotidien, les disputes normales, les routines qui s'installent. J'ai toujours été un gars simple. Pas parfait, mais droit. Je bossais dur, je rentrais à l'heure, je faisais les lessives du samedi et les sorties au parc le dimanche. Mais un jour, sans trop savoir pourquoi, un doute est né. Tu sais, ce genre de sensation qui s'installe sans prévenir. Le genre de pressentiment qui ne s'explique pas. Ma femme, appelons-la Claire, passait de plus en plus de temps chez ses parents. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Mais leurs parents vivaient à plus d'1h30 de route. Et elle y allait plusieurs fois par semaine. 2, 3 fois. Même quand elle ne travaillait pas. Et chaque fois, elle prenait les enfants avec elle. Nos 2 petits bouts. 4 et 6 ans à l'époque. Jusqu'ici, rien de choquant. Elle adorait ses parents. Mais quelque chose ne collait pas. Les enfants racontaient des trucs étranges. Des détails flous. Et moi, j'écoutais, je notais, je faisais semblant de ne pas trop y prêter attention. Mais à l'intérieur, un malaise s'installait. Alors j'ai commencé à surveiller. Discrètement. J'ai noté le kilométrage de la voiture un matin. Puis le lendemain. Puis la semaine suivante. Et très vite, j'ai compris que les chiffres ne mentaient pas. Elle roulait 600 à 700 km de plus chaque semaine que ce qu'elle prétendait. Ça ne pouvait pas être juste pour voir ses parents. Je n'avais pas encore de preuves. Mais j'avais l'intuition. Cette intuition glaciale, qui s'installe dans le ventre et ne te lâche plus. Alors j'ai attendu. Jusqu'au jour où j'ai trouvé ce post-it, posé innocemment à côté du clavier de l'ordinateur familial. Dessus, écrit à la main, AOL, Claire 3X. C'était son mot de passe. Le genre de choses qu'elle aurait dû cacher, mais qu'elle a laissé traîner. Une erreur de débutant. Je n'ai pas hésité. Je me suis connecté à sa boîte mail. J'ai ouvert les dossiers. Et là, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Des emails. Beaucoup de mails. Échangés avec sa meilleure amie de la fac. Et dans ces messages, elle racontait en détail comment elle couchait régulièrement avec un ancien petit ami du lycée. Un certain B. Elle racontait les rendez-vous, les lieux, les mensonges. Et pire que tout, elle se moquait de sa femme. Elle disait qu'elle était devenue énorme après les grossesses. Elle parlait d'elle avec un mépris glacé. Comme si tout ça était un jeu. Comme si briser 2 familles n'était qu'un détail. Je me suis levé. Je suis allé vomir. Puis je suis revenu. Et j'ai tout imprimé. Chaque mail. Chaque détail. Et je les ai rangés dans un classeur, caché dans mon garage. À ce moment-là, une colère sourde grondait en moi. Mais ce n'était pas la colère explosive, celle qui fait crier. Non. C'était une colère froide. Stratège. J'ai compris que si je voulais me venger, il fallait que je le fasse bien. Proprement. Définitivement. J'ai appelé un ancien collègue. Un gars avec qui j'avais bossé il y a des années. Il était flic à l'époque, mais il avait quitté la police pour devenir détective privé. Il s'appelait Ron. Un type carré, discret, sans état d'âme. Le genre de gars qui trouve tout, sans jamais poser de questions. Je lui ai tout donné. Les emails. Les horaires de Claire. Les jours où elle allait chez ses parents. Et je lui ai demandé de me dire la vérité. Toute la vérité. Ce qu'il a découvert, a confirmé chaque soupçon que j'avais. Elle déposait les enfants chez ses parents. Puis elle allait déjeuner avec B. Ensuite, ils se retrouvaient dans un motel minable, au bord d'une nationale, pendant 2 à 3 heures. Puis elle retournait chercher les enfants. Et elle rentrait à la maison. Sourire aux lèvres. Comme si de rien n'était. J'avais les photos. Les horaires. Les lieux. Les plaques d'immatriculation. Tout. Mais ce n'était que le début. Mais tu sais ce qu'il y a de plus effrayant, dans ce genre de situation? Ce n'est pas la trahison. C'est le calme. Le calme qui vient quand tu sais. Quand tu n'as plus de doute. Quand tu comprends que la personne que tu aimais ne t'aime plus depuis longtemps. Ou du moins, pas comme elle devrait. Je dormais à côté d'une étrangère. Je mangeais avec elle. On rigolait parfois. On faisait semblant. Mais moi, j'étais déjà parti. Mon cœur avait décroché. Et mon esprit n'était plus dans la vengeance, il était dans la reconstruction. Mais avant de reconstruire, il fallait faire tomber tout ce qui était pourri. Et Bob, ce type-là, il avait tout déclenché. Il croyait probablement que ce serait une aventure de plus. Une distraction. Il ne pensait sûrement pas qu'un mari discret irait jusqu'à tout documenter. Et encore moins jusqu'à frapper là où ça fait vraiment mal. Tu vois, Bob était le gendre idéal. Marié à la fille du patron. 3 enfants. Maison offerte par la belle famille.
Job bien payé dans l'entreprise familiale. Statut social impeccable. Le mec parfait, en façade. Mais moi, j'avais maintenant son nom, son adresse, les preuves de ses actes, et surtout, une motivation que lui ne pouvait même pas comprendre. Parce que lui, il avait volé. Moi, j'avais perdu. Alors j'ai décidé de rendre les comptes. J'ai demandé à Ron de préparer 2 dossiers. Le premier, pour mon avocat. Complet, chronologique, professionnel. Le deuxième, destiné à la femme de Bob. Elle s'appelait Jessica. On ne s'était jamais rencontrés, mais je savais que ce moment viendrait. Je voulais qu'elle découvre la vérité. Pas pour créer le chaos, mais parce qu'elle avait, elle aussi, le droit de savoir à qui elle était mariée. Ce qu'il faisait pendant ses pauses déjeuner. Et ce qu'il pensait vraiment de sa propre famille. Le jour J, tout s'est enclenché comme un mécanisme parfaitement guilé. À 10 heures du matin, Claire a reçu les papiers du divorce sur son lieu de travail. Je n'étais pas là. Mon avocat s'en est chargé. Elle a paniqué. Elle m'a appelé. Hystérique. Je n'ai pas répondu. À 14 heures, Ron remettait le deuxième dossier à Jessica, la femme de Bob. Il avait pris rendez-vous sous prétexte d'un entretien professionnel. Elle s'est installée dans un café. Et Ron lui a tout montré. Les photos. Les relevés. Les témoignages. Chaque détail. Sans une seule émotion. Froidement. Comme on montre un bilan comptable. Elle a tout lu. En silence. Et quand elle a refermé le dossier, elle a juste dit « Merci. Je m'en occupe ». Et elle s'en est occupée. Dans les jours qui ont suivi, les effets se sont fait sentir comme des ondes de choc. Jessica a quitté la maison en moins de 24 heures. Elle a vidé leur compte joint, pris les enfants, et s'est réfugiée chez ses parents. Bob, lui, est resté seul. Et ça, c'était le début de sa descente. Son beau-père, furieux d'avoir été humilié publiquement, n'a pas attendu une seconde. Il a viré Bob de son poste de vice-président. Plus de salaire. Plus de voiture de fonction. Plus de statut. Plus de rien. Et comme la maison où ils habitaient appartenait aussi aux parents de Jessica, il a été mis dehors, sans préavis. Le mec est passé de patron dans l'entreprise familiale, à squatter de canapé. Mais la vraie dégringolade a commencé quand son frère est intervenu. D'après ce que j'ai su, Bob est allé tenter de s'expliquer avec Jessica. Mais elle ne voulait rien entendre. Une dispute a éclaté. Il a crié. Menacé. Et c'est là que le frère de Jessica est arrivé. Il l'a mis dehors. Littéralement. Et Bob a perdu le contrôle. Résultat, nez cassé. Intervention de la police. Plainte. Et pour couronner le tout, ** une ordonnance restrictive ***. Il ne pouvait plus approcher Jessica ni les enfants. Ron m'envoyait les comptes rendus. Sobrement. Sans émotion. Mais moi, je lisais chaque ligne avec un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Parce que même si je détestais ce que ce type avait fait, je voyais aussi un homme s'écrouler. Et quelque part, une partie de moi se disait, est-ce que c'est trop? Mais la réponse revenait toujours la même, ** non. Ce n'est pas trop. C'est juste, ** Bob avait brisé des vies. Pas seulement la mienne. Pas seulement mon mariage. Il avait trahi ses propres enfants. Sa femme. Ses beaux-parents. Il avait tout pris pour acquis. Et il pensait que personne ne le tiendrait jamais responsable. Mais cette fois, quelqu'un l'avait fait. Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont les émotions se tassent avec le temps. Au début, c'est la rage. Le choc. L'humiliation. Tu veux tout casser. Tout dire. Tout exposer. Mais plus les jours passent, plus le feu s'apaise. Et à la place, vient un froid. Pas celui qui te paralyse. Non. Plutôt celui qui te réveille. Qui te fait voir clair. Je me suis rendu compte que ce que Claire m'avait fait ne me brisait plus. Ce n'était plus une blessure ouverte. C'était devenu une cicatrice. Visible. Marquée. Mais refermée. Et c'est là que j'ai compris une chose fondamentale. Ma vengeance n'était pas contre elle. Claire était une conséquence. Une faiblesse. Une personne perdue dans ses propres regrets. Mais Bob, lui, il avait choisi. Il savait. Il avait une famille, une femme, des enfants, des responsabilités. Et il avait tout piétiné. Je n'ai jamais voulu sa mort. Mais je voulais que tout ce qu'il avait volé, lui soit retiré. Je me rappelle d'un soir. Seul, dans mon garage. Il faisait froid. J'avais sorti toutes les photos du dossier que Ron m'avait transmis. Je les ai posées sur la table, une à une. Lui, en train de sortir du motel. Lui, en train de rire avec ma femme. Les dates. Les lieux. Les preuves. Et bizarrement, je n'éprouvais plus de colère. Juste de la clarté. J'ai compris que j'avais gagné. Pas parce qu'il avait perdu son job, ou sa maison, ou ses enfants. Mais parce que moi, je n'avais rien fait de mal. J'avais agi avec lucidité.
Avec méthode. J'avais préservé mes enfants. Ma dignité. Et ça valait plus que toutes les humiliations. Et tu sais quoi? Même Claire a fini par le reconnaître. Un jour, alors que les enfants étaient chez moi, elle est passée déposer des affaires. Elle n'est pas rentrée. Elle est restée sur le pas de la porte. Et avant de repartir, elle a dit « Tu m'as détruite sans lever la voix. Je ne t'ai jamais connue comme ça. » Je n'ai rien répondu. Parce que c'était vrai. Les années ont passé. Lentement. Mais sûrement. Je n'ai pas reconstruit tout de suite. Tu sais, on croit souvent qu'après une trahison, on doit absolument rebondir. Trouver quelqu'un. Recommencer une vie. Faire comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas ça, la vraie reconstruction. La vraie, elle est silencieuse. Elle se fait à l'intérieur. Elle commence quand tu cesses de chercher des réponses. Quand tu acceptes que certaines personnes ne valent pas les questions que tu leur poses. J'ai passé 2 ans seul. À apprendre à vivre pour moi. Pas pour plaire. Pas pour être validé. Juste, pour être en paix. J'ai repris la course à pied. J'ai appris à cuisiner pour mes enfants. J'ai lu des bouquins sur le pardon, même si je ne l'ai jamais accordé. Et puis, un jour, sans prévenir, j'ai rencontré quelqu'un. Pas dans un bar. Pas sur une appli. Juste, dans un moment ordinaire. Une collègue d'un ami. On a parlé d'un projet. On a ri. Et je me suis surpris à vouloir la revoir. Pas pour fuir mon passé. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie de bâtir autre chose. Aujourd'hui, on vit ensemble. Pas dans le luxe. Pas dans l'euphorie. Mais dans la sincérité. Elle connaît mon histoire. Elle n'a pas fui. Elle m'a dit un jour, « Tu as traversé une guerre sans bruit. C'est rare, ça. » Et j'ai compris qu'elle voyait en moi ce que je refusais de voir moi-même, la force qu'on développe quand on décide de ne plus mendier l'amour. Claire. Elle vit toujours à quelques kilomètres. On se croise parfois. Lors des anniversaires. Des événements familiaux. Nos échanges sont polis. Détachés. Il n'y a plus rien à dire. Ni haine. Ni affection. Juste 2 étrangers liés par des souvenirs communs. Et Bob. Je ne sais pas. Il aurait quitté l'État. Il a disparu des réseaux sociaux. Son nom n'apparaît plus dans les registres locaux. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais parfois, je me demande s'il pense encore à moi. S'il se souvient du moment où tout s'est effondré. S'il comprend que ce n'est pas la colère qui l'a puni, mais le calme. Parce qu'au fond, c'est ça que je veux que tu retiennes. La vengeance ne se mesure pas à la violence de la réaction. Elle se mesure à la précision du silence. À la façon dont tu retires tout ce qu'il croyait acquis, sans jamais hausser la voix. Et si tu traverses une épreuve similaire, si tu te sens trahi, humilié, détruit, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te venger avec rage. Tu dois juste reprendre le contrôle. Et leur montrer que ce qu'ils ont brisé n'était que la version provisoire de toi-même. Et toi, dis-moi, si tu découvrais que la personne que tu aimes te trahit, est-ce que tu chercherais à punir ou à renaître? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, si elle t'a inspiré, abonne-toi. Partage ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut se relever, sans faire de bruit. Et souviens-toi, astérisque, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme, astérisque.